Charles de Gaulle est un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Charles de Gaulle était un homme d'État français, né le 22 novembre 1890 à Lille et décédé le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises en France. Il est considéré comme l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la France. Charles de Gaulle est sans doute avec Léopold II de Belgique et Christophe Colomb, les trois plus grands criminels oubliés de l'histoire. L'Occident veut nous faire croire que c'est Hitler le plus grand criminel de l'histoire, ce qui est faux. Le général Charles de Gaulle, ce trouillard qui a fui son pays pendant la Seconde Guerre mondiale pour se cacher à Londres, a commis des crimes sur le peuple africain. En juin 1940, Hitler tabasse sévèrement l'armée française, ce qui va entraîner la fuite de ce rat, qui est le faux de Gaulle, vers Londres. Ce damné de l'enfer a commandité des assassinats de plusieurs indépendantistes nationalistes africains. Il a mis des faux billets sur le marché guinéen pour tuer l'économie de la Guinée-Conakry, ainsi déstabiliser Ahmed Sékou Touré. Ce tortionnaire de Gaulle a aussi créé le franc CFA, une monnaie coloniale pour empêcher le développement des pays africains. Il a aussi tué des millions d'Africains pendant la colonisation des terroristes français en Afrique. Souffre en enfer Charles de Gaulle. La France a toujours la main sur l'Afrique à cause des crimes de guerre et crimes contre l'humanité de Charles de Gaulle. Il est difficile d'imaginer que le calvaire du continent africain prendra fin de sitôt. Ni en France, ni parmi les défenseurs des droits de l'homme, il n'existe de consensus sur la manière de lutter contre les crimes contre l'humanité commis en Afrique ou d'en punir les auteurs. L'impact de l'approche déformée des Africains et de la perspective humanitaire déformée ne peut être nié. On ne sait pas sur quelles recherches anthropologiques et sociologiques elles se fondent, mais la définition des personnes peu qualifiées qui est également contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme apparaissent toujours dans la presse d'extrême droite. Par exemple, l'opinion publique et les politiciens n'ont pas réagi comme il se doit au viol d'enfants au Mali lors des opérations Barkhane lancées par la France. Au contraire, les médias audiovisuels et la presse écrite ont tenté d'étouffer l'affaire. En outre, la tentative d'expliquer scientifiquement la cruauté à laquelle les enfants maliens ont été exposés lors des débats publics s'est inscrite dans l'histoire comme une ignorance absolue. Les efforts des soi-disant intellectuels pour attribuer le viol au fait que les soldats français étaient loin de leur patrie et les dommages causés par les conditions climatiques sur la psychologie humaine n'ont pas échappé à l'attention. Par conséquent, il est significatif qu'ils essaient de justifier les violeurs. En réalité, il est possible d'affirmer qu'ils reflètent la société à travers ce genre de conduite. Il convient de noter que, ces dernières années, le traitement inhumain subi par les Africains a été sérieusement mis en évidence. En outre, nous constatons que des questions telles que la France est-elle en train de perdre l'Afrique, de nouveaux rapports de force sociopolitiques sont-ils en train de s'établir en Afrique, pourquoi les Africains sont-ils hostiles à la France, sont largement exprimés dans la politique intérieure et extérieure française. Bien sûr, la France, qui a une histoire coloniale de près de 2 siècles et qui a utilisé au maximum ses ressources matérielles et humaines pendant cette période, est sensible à l'Afrique. À cet égard, on constate que les hommes d'État français se rendent fréquemment dans les pays africains. Enfin, le 26 juillet, le président Emmanuel Macron a entamé une vaste tournée africaine. Notons que Macron, qui s'est d'abord rendu au Cameroun puis au Bénin, a mis l'accent sur la coopération en matière d'agriculture et de lutte contre le terrorisme. D'autre part, compte tenu du fait que la Russie, la Chine et le Brésil augmentent leur présence en Afrique jour après jour, il est évident que cette visite revêt une grande importance. Les inavouables crimes de la France en Afrique exhumés par la revue 21. Les secrets ressortent des cartons secrets défense des archives. Ni le temps ni même le secret qui les entoure depuis des décennies n'ont effacé de la mémoire collective, l'encre séchée sur ces pages jaunies et sombres de l'histoire entre la France et certaines de ses anciennes colonies. Massacre de Tiaroa, livraison d'armes dans la guerre du Biafra ou réarmement trouble de la métropole dans le génocide au Rwanda. En dépoussiérant les archives, la revue 21 rappelle ces inavouables crimes français en Afrique et pose, par la même occasion, l'épineuse question de la déclassification des archives françaises. Si les murs de l'Élysée pouvaient parler, ils nous diraient tant. Pour l'heure, ce sont ces archives qui parlent en tout cas pour l'Afrique. Dans son numéro 39 d'automne 2017, la revue 21 revient sur les pages sombres de l'histoire franco-africaine avec un dossier intitulé « Nos crimes en Afrique ». 3 dossiers sont exhumés en dépoussiérant les cartons secrets défense des archives françaises. Rwanda, l'ordre immoral de réarmer les génocidaires. Sous la lumière tamisée du sous-sol des archives, 2 hauts fonctionnaires sont chargés d'éplucher, entre 1990 et 1994, des documents se rapportant à l'Afrique. Mais face à l'horreur retranscrite sur les pages, ils referment les cartons. Qu'ont-ils vu?
Sans doute cette note manuscrite confiée par un haut fonctionnaire au journaliste Patrick de Saint-Exupéry, qui intime l'ordre aux soldats français de réarmer les Hutus. Ceux-là même qui venaient de massacrer, selon un bilan à jamais provisoire, quelques 800 000 Tutsis. 3 mois après le début du génocide, la France de François Mitterrand, engagée au début aux côtés du président rwandais Juvénal Habyarimana contre les rebelles Tutsis, envoie 2500 soldats au Rwanda lors de l'opération Turquoise, lancée en juin 1994. Officiellement, il faut mettre fin au massacre partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force, selon le mandat de l'ONU. Officieusement, selon Patrick de Saint-Exupéry, les militaires français reçoivent l'ordre de remettre des armes aux Hutus, qui se ruent pour passer la frontière, mis en difficulté par les rebelles du Front patriotique rwandais, FPR, constitué d'exilés Tutsis dont Paul Kagame. En plus de poser une clause de conscience aux militaires, cet ordre immoral se fait en violation flagrante de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU en mai de la même année. De quoi relancer les spéculations sur le rôle sombre de la France dans le pays des mille collines. En tout cas pour l'heure, en dépit des promesses, des enquêtes, des appels à un devoir de mémoire, les archives restent secrètes sur le Rwanda. Une boîte de Pandore? Seule leur déclassification permettrait d'avoir des réponses précises. Sénégal, les tombes sans nom des tirailleurs massacrés à Tiaroa. Après avoir promis de donner au Sénégal les archives sur le massacre de Tiaroa, François Hollande se rend dans cette banlieue dakaroise en novembre 2014 pour, dit-il, réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France entreprend le blanchiment des troupes en remplaçant les tirailleurs issus du Sénégal, du Dahomey, actuel Bénin, du Soudan français, actuel Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Oubangui-Chari, actuel Centrafrique, du Niger, du Tchad, du Gabon et du Togo, par des soldats français de souche. Des milliers de soldats sont alors démobilisés des villes françaises vers le camp de Tiaroa. Avant d'embarquer, certains réclament le paiement intégral de leurs pécules, leurs indemnités, leurs arriérés de soldes et leurs économies enregistrées dans des livrets d'épargne, et ne partiront pas. Sur le camp de la banlieue dakaroise, la contestation des tirailleurs gagne en ampleur, notamment lors de la visite d'un général. La suite? Des gendarmes français, appuyés de tirailleurs coloniaux, ouvrent le feu sur les soldats noirs. Bilan, 70 morts au total dont 35 suite à leurs blessures, selon les archives. Une version de l'État français que conteste, tant sur les chiffres, les circonstances, les origines, les motifs et le déroulé, plusieurs spécialistes qui indiquent que des archives ont été en partie soustraites pour ne pas donner une idée sur l'ampleur des faits. Malgré la nationalité française récemment octroyée par François Hollande à des tirailleurs, l'ouverture complète des archives tarde à venir. Elle permettrait pourtant de mettre des noms sur les tombes de ces soldats inconnus qui meublent le cimetière qui leur est dédié. Biafra, la sale guerre de la France. En mai 1967, le Biafra a l'audace de déclarer son indépendance du Nigeria. La guerre fait rage entre la nouvelle République sécessionniste et la République fédérale ouest-africaine. Des milliers de civils, particulièrement des enfants, tombent sous les balles ou meurent de faim. Le géant africain est alors en ligne de mire de la France de Gaulle et de Jacques Foccart qui souhaitent affaiblir le géant anglophone d'Afrique de l'Ouest. Quelque temps plus tôt, la Pétro-République fédérale avait contesté le tir nucléaire français de 1960 et avait même expulsé des officiels de la métropole. Par vengeance, depuis la cellule Afrique de l'Élysée, la France-Afrique active ses réseaux et met en place un réseau clandestin de livraison d'armes au Biafra. Sous couvert d'une opération humanitaire face à l'horreur des enfants qui meurent, et d'une bataille largement médiatique, des mercenaires des services français livrent des armes depuis la Côte d'Ivoire ou encore le Gabon. Et des cadavres qui ressortent des cartons d'archives non déclassifiés. Comme à chaque fois, dans son sombre passé avec l'Afrique, les archives musellent la vérité des faits sous le sceau du « secret défense ». Pourtant, ce serait pour la France une occasion inespérée de construire le futur de sa relation avec ses anciennes colonies, en ouvrant ses archives pour solder les injustices et erreurs du passé. Sans être exhaustif, le mystère sur l'assassinat de Thomas Sankara, les diamants de Bokassa, les nombreux coups d'État ou le parachutage de préfets français à la tête d'États africains, la disparition de Mehdi Ben Barka, le bombardement de la base de Bouaké, la mort de Kadhafi, sont autant de zones d'ombre qui devraient être éclairées par une déclassification des archives. Reste à espérer qu'Emmanuel Macron saisisse l'occasion pour écrire une nouvelle page de l'histoire franco-africaine. Entre-temps, il est possible de voir dans la présence du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa tournée africaine, le signe d'un éventuel conflit entre la Russie et la France au sujet de l'Afrique. Il est évident que cela n'augure rien de bon pour l'Afrique.
Non seulement l'Afrique, mais le monde entier sera affecté de manière négative lorsque le continent, malgré son potentiel agricole et économique et ses ressources naturelles et humaines, deviendra le théâtre de ces conflits d'influence. Moins d'un mois après l'intervention des troupes britanniques en Afrique orientale, qui avaient répondu à la demande d'assistance de 3 chefs d'État africains menacés par des mutineries militaires, les troupes françaises sont intervenues à leur tour au Gabon pour permettre le rétablissement de la légalité au profit du gouvernement du président Léomba, arrêté puis destitué hier à la suite d'un coup de force militaire déclenché à Libreville par certains éléments de l'armée gabonaise. Des troupes aéroportées françaises venant de Brazzaville et Dakar ont été acheminées hier soir et la nuit dernière vers Libreville. Dès l'aube, l'armée française occupait la plupart des points stratégiques de la capitale du Gabon, dont l'aérodrome et la radiodiffusion. Au cours de la journée, Radio Gabon, de nombreuses reprises, un appel d'un officier gabonais demandant aux militaires ayant participé au coup d'État de déposer les armes. Ce soir, on apprenait en effet que les Gabonais mutinés s'étaient rendus et que le calme était revenu à Libreville, où la population n'a d'ailleurs pas participé aux événements. Les milieux officiels français précisent qu'en intervenant pour aider au rétablissement du président Léomba dans ses fonctions, les troupes françaises ont eu 2 objectifs. D'une part, la protection des ressortissants français résidant au Gabon, et d'autre part, l'application des conventions signées en mai 1961 entre les gouvernements français et gabonais, permettant à la France d'intervenir en cas de trouble pour défendre le gouvernement légal. Dans le cas du Gabon, en effet, le président Léomba fut précisément contraint de démissionner sous la menace. Le putsch des militaires gabonais ayant échoué, le président Léomba devrait donc maintenant regagner son palais présidentiel et rétablir la légalité gouvernementale dont il a été dépossédé pendant un peu moins de 48 heures. On ne connaît pas encore le sort de M. Jean-Hilaire Obam, adversaire politique du président Léomba, qui avait accepté, semble-t-il, à la demande des insurgés, de diriger un gouvernement révolutionnaire.